Ah bah si, ils ont fait les perroquets, enfin c'est ce que disait Daniel Steinerman, mais c'est exactement ça. Ils ont fait les perroquets, voilà, ils ont fait les perroquets. Alors après, il peut faire un tweet énervé pour dire qu'il est vexé, qu'on a dit qu'il était un perroquet, mais enfin, il est un perroquet. En tout cas, il s'est laissé instrumentaliser comme un perroquet. Et après, les journalistes se disent, mais alors c'est bizarre, les gens, ils nous aiment plus trop, là, ils nous prennent pour des communicants de Macron. Je sais pas ce qu'ils ont, les gens, ils sont vraiment teubés, voilà, ils nous tapent dans les manifs et tout. Enfin, je comprends pas, quoi. La communication de l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Une rencontre en toute discrétion. Alors on y trouve Guillaume Tabar du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. L'objectif de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron, disent-ils, la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer. Alors les réactions ne se sont pas fait attendre et deux camps s'opposent sur le champ de bataille des réseaux sociaux. Le premier condamne ces réunions secrètes aux allures de conférences de presse qui réduisent des journalistes au rôle de perroquets du pouvoir, tandis que le second rappelle que la pratique du off est répandue depuis des dizaines d'années. Alors pourquoi s'indigner aujourd'hui? On débat de cette question avec nos trois invités du jour. Pauline Bock, journaliste à Arrêt-sur-Image, Jean-Baptiste Rivoire, fondateur du média Off Investigation, et Mourad Guichard, qui travaille notamment pour le Canard enchaîné, Politis, Street Press ou encore l'UMA. C'est l'heure du combat de l'info. Le principe du off, c'est tu me tiens par la barbichette. C'est-à-dire que je vais te donner des informations, tu vas pas pouvoir les utiliser. Tu peux éventuellement nourrir un papier, nourrir un reportage avec les éléments que je vais te donner. Si d'aventure tu devais trahir ce off, c'est-à-dire donner la source et l'information de manière brute, tu n'auras plus jamais de retour de ma part. Donc il y a une espèce de chantage, il y a une espèce de connivence et de fausse amitié corporatiste entre journalistes et politiques qui dure depuis toujours, effectivement, comme vous l'avez précisément dit, et qui parfois peut passer, et dans le cas de la tension qui naît de la bataille sur les retraites, visiblement passe plutôt mal, parce que le président ne s'est pas officiellement exprimé et qu'il a organisé cette espèce d'effectivement de dîner, de déjeuner, on ne sait pas exactement les contours, mais qui aurait dû normalement transparaître de manière plus claire dans les reportages qui ont été faits par la suite et qui ne l'ont pas été, comme le précise très justement le reportage de Pauline Bock dans Arrêt-sur-Image. Pour le off, on comprend que parfois ça peut avoir un intérêt. D'ailleurs, c'est important de préciser que dans les enquêtes, souvent, il y a un intérêt au off, en fait, qui est qu'il faut protéger ses sources et que parfois les sources, en nous donnant des informations, sont en danger elles-mêmes, se mettent elles-mêmes en danger. Et donc parce que pour protéger leur emploi, par exemple, il peut y avoir une vraie utilité au off. Le problème, c'est que le off en politique, c'est pas du tout la même question, puisque on parle de politiciens, de gens qui sont dans l'espace public, et là on parle même du président de la République. Donc s'il y a bien quelqu'un qu'on n'a pas besoin de protéger, c'est Emmanuel Macron. Il y avait très clairement des éléments de langage, et puis bien sûr, on est journaliste, on voit ce genre de papier arriver. Quand on lit dans l'entourage, on sait toujours que ça veut dire la personne en question a parlé en off, et donc on est obligé de mettre dans l'entourage ou les proches, ou donc j'ai fait toute la liste, la chronique. C'est ça, ses visiteurs, en interne, ses proches, ses interlocuteurs, ses invités. Mais en fait, le problème, c'est que quand on fait la liste et que quand on se dit, bon, il a parlé à toutes ces personnes-là, sauf que ses proches et ses invités, et en interne à l'Élysée, c'est pas les mêmes personnes, en fait. Il peut très bien avoir invité des gens à l'Élysée et en avoir discuté de la réforme des retraites, et en avoir parlé à ses proches, qui peuvent être Brigitte Macron, par exemple, qui n'est donc pas une invitée, et encore en avoir parlé en interne à l'Élysée, donc à ses équipes. Donc là, on se retrouve avec 3 groupes de personnes différents qui ne sont pas les mêmes et qui, en fait, veulent tous dire « je n'ai pas pu citer directement Emmanuel Macron, donc je dis qu'il en a parlé à telle personne ». Ce qui, en fait, complique complètement le message. Complique le message, ça pose pas un problème au niveau même de la déontologie? Mais c'est toute la question, en fait. C'est que le problème pour beaucoup de lecteurs et lectrices ou auditeurs et auditrices sur France Inter, par exemple, c'est que c'est un message qui n'est pas clair et qu'on ne se dit pas forcément que c'est le président qui parle. Mais tout ça pour dire que lui peut après coup décider qu'en fait, il n'assume qu'une partie
Et c'est très problématique sur un sujet aussi politique et aussi important que la réforme des retraites. Surtout quand derrière, il dit à tout le monde je ne parlerai pas, je garde le silence, je ne monterai pas en première ligne, c'est Elisabeth Borne qui s'en charge. C'est l'un ou l'autre, il faut choisir. Alors Yael Goss, éditorialiste et chef de service politique de France Inter, a répondu sur Twitter: que savez-vous de l'usage qui a été fait de cet échange sur l'antenne? Vous pensez que je suis une machine à recracher des éléments de langage? Avez-vous écouté les journaux mercredi matin? Un échange avec le président ne fait pas de vous un perroquet. Est-ce que c'est vraiment le cas? Les convives n'ont pas fait le jeu de la Macronie? Ah bah si, ils ont fait les perroquets, enfin c'est ce que disait Daniel Steinhardt, mais c'est exactement ça. Ils ont fait les perroquets, voilà, ils ont fait les perroquets. Alors après, il peut faire un tweet énervé pour dire qu'il est vexé, qu'on a dit qu'il était un perroquet, mais enfin, il est un perroquet. En tout cas, il s'est laissé instrumentaliser comme un perroquet. Et après, les journalistes se disent, mais alors c'est bizarre, les gens, ils nous aiment plus trop, là, ils nous prennent pour des communicants de Macron. Je sais pas ce qu'ils ont, les gens, ils sont vraiment teubés, voilà, ils nous tapent dans les manifs et tout. Enfin, je comprends pas, quoi. Bah, ils sont des perroquets, donc quand on est un perroquet, on est un perroquet de Macron, puis on est traité comme un perroquet de Macron, quoi. Enfin... Ça s'appelle de l'intox. Parce que quand on te dit sa femme, son proche, son visiteur, machin, bah, tu te dis, putain, mais il n'arrête pas de parler à tous les gens qui passent pour raconter qu'il n'en a rien à faire des manifs. En fait, non, il n'a pas parlé du tout de tous ces gens, il a parlé à des journalistes qui disent que c'est pas eux. Quand le mec du Figaro dit, alors Macron, je crois que c'est lui, hein, il ne reculera pas. Oui. Ah bon, il ne reculera pas. Mais alors, attends, d'abord, comment tu peux prévoir l'avenir? Comment tu le sais? Pourquoi tu dis ça? En fait, il y a une raison. C'est parce que Macron lui a dit, je ne reculerai pas. Eh ben, vas-y, assume-le. Mais enfin, venir chez Macron pour il ne reculera pas et dire il ne reculera pas, c'est de la propagande, quoi. Au bout d'un moment, c'est insupportable, quoi. Mourad Guichard, vous y seriez allé à cette réunion secrète? C'est une excellente question. Je pense que c'est une question de fond. Alors, mes deux camarades de jeu l'ont effleuré dans leur démonstration. Il y a le problème de savoir est-ce que ces journalistes auraient dû accepter ou auraient dû refuser ce qu'on appelle poser les micros ou poser les caméras, dire pourquoi nous et pas une conférence de presse ouverte avec des caméras qui puissent capter la parole présidentielle. Je rappelle, pendant la crise des Gilets jaunes, le même Macron avait dit qu'il vienne me chercher. Donc, je veux dire, il l'a joué à la fois proche des gens, complètement capable de rendre des comptes, et sur quelque chose comme ça d'aussi important que la réforme des retraites, quand même, on ne parle pas d'une petite mesure, hein. Il n'est pas capable, comme disait Pauline, d'assumer. Je trouve ça complètement extraordinaire. Et là, mais ça, on le voit partout, on le voit à tous les niveaux. Moi, j'ai travaillé pour la presse quotidienne régionale, comme beaucoup d'autres journalistes, notamment autour de cette table. C'est exactement le même problème. C'est un problème de servilité volontaire. Et il ne réalise pas, je ne vais pas paraphraser Sartre, mais enfin, il ne réalise pas qu'effectivement, Sartre qui avait refusé le prix Nobel de littérature, il faut savoir dire non à un moment donné et dire qu'on ne peut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est toujours la question que je me pose quand je vois des éditocrates. Je me dis, quelle est leur légitimité? À quand remonte, par exemple, que ce soit Geoffrin, Duhamel ou même Pascal Praud, à quand remonte leur dernier reportage? À quand remonte leur dernière enquête? Au nom de quoi peuvent-ils parler des Français, les Français? Ils ne font qu'émettre un avis personnel de gens qui se retrouvent maintenant, et on en avait parlé à l'époque du scandale de François de Rugy, avec les fameux repas de François de Rugy. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le journalisme, ce n'est pas ça. On ne peut pas se contenter de la parole de politique, de ministres. Et moi, je trouve qu'on entend trop souvent, pour finir là-dessus, je trouve qu'on entend trop souvent, par exemple, à la radio. Tout à l'heure, tu as cité France Inter, pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Hein. Simplement, on entend trop souvent... dit un proche, dit un ministre, dit un député de la majorité, par exemple, alors que ces gens-là n'ont pas à être protégés. Il y a 1000 choses à dire contre le off et les risques du journalisme politique. J'en fus. Mais asséner que les confrères qui ont déjeuné avec Macron se sont fait dicter des éléments de langage tels des petits télégraphistes est un foutage de gueule et une ignominie. Ceux qui jouent les vertueux contre Dominique Seux ou Yael Goss, je ne parle que de mes amis à Inter, ont tous... non, pratiquer les sources masquées, les proximités de circonstances pour nourrir des papiers. Le journalisme est un compromis pour comprendre l'époque, pas une fausse pureté. Et tout ceci posé, oui, la démocratie serait moins monarchique, se porterait mieux si nos gouvernants parlaient sans se cacher, dans des conférences de presse, par exemple. Il a l'air bien énervé, Claude Askolovitch. Faut qu'il se calme. En même temps, à la fin de son speech, il explique que ça serait bien que les politiques parlent franchement. Moi, je suis d'accord avec lui là-dessus. Hein, franchement. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, totalement. Moi, je suis d'accord avec Askolovitch. Hein, mais surtout sur la fin de ce qu'il dit. Sur la fin, pas le début. Sur le mot, enfin sur l'expression foutage de gueule. Ouais. Le problème, c'est que le off en politique, quand on parle du président de la République, parce que, je veux dire, même les députés, si c'est, par exemple, un petit député qui n'est pas d'accord avec le chef du parti, je veux dire, on peut comprendre, il y a des offs qu'on peut comprendre. Mais le off du président de la République, on ne peut jamais le comprendre. Surtout sur un événement aussi important, un enjeu aussi important. Donc, pour moi, le foutage de gueule...
il n'est pas là en fait. Il va de Macron vers les Français en passant par les journalistes politiques qui, de fait, à qui on a proposé en fait de répéter exactement les propos du président et qui n'arrivent pas à voir en quoi. En fait, je pense qu'il y a une vraie, pas un aveuglement, mais une naïveté de la part de ces journalistes qui pensent qu'on arrive à voir la différence entre le off présidentiel et les propos du président, le fait que parfois on met des guillemets quand même, par exemple Le Monde a mis des guillemets autour de victoire de l'irresponsabilité, mais c'est illisible. Pour beaucoup de gens, c'est illisible. Il faut savoir aussi que quand des journalistes qui enquêtent les contactent loyalement, des fois des mois à l'avance, pour leur poser des questions précises sur des affaires de presse, en règle générale, ils répondent très peu. Enfin, je sais pas, nous, on a passé 1 an à faire une série documentaire sur Macron. Je veux dire, on lui a envoyé un mail dès le premier jour, on lui a listé les 8 sujets, on lui a dit, vous avez le temps, pas forcément vous, quelqu'un, je sais pas, un chargé de com, n'importe qui. Sur des sujets précis, l'affaire Alstom, son patrimoine, bon, zéro, rien. Il y a une dame de l'Élysée qui m'a rappelé sur un portable, oui, vous voulez faire quoi? Elle tire les verres du nez. Au moment où elle me raccroche, je me dis, merde, je vais prendre son nom, je fais un petit texto, excusez-moi, vous êtes qui? C'est quoi votre fonction à l'Élysée? Elle répond pas. C'est que ces gens se cachent. Non, mais tu vois, quand c'est vraiment des trucs journalistiques, il n'y a personne qui répond. On les a jamais, même par mail, rien, même pas de réponse. Sur les violences policières, je t'en parle même pas. Et alors, par contre, ils ambiancent les journalistes. Donc, en fait, c'est de l'intox permanente, quoi. Quand ils voient qu'il y a un enjeu politique aussi important, peut-être qu'on peut se demander, est-ce que le off sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ces gens-là, personne, les 10 qui ont ensuite pris la parole dans tous les médias pour expliquer pourquoi ils y sont allés, personne n'a expliqué exactement pourquoi, si à un moment il s'est posé la question d'aller ou pas, s'il y a eu un débat dans la rédaction, ni si derrière quelqu'un a demandé au président, mais est-ce que vous voulez vraiment dire tout ça en off? Parce que c'est quand même, on parle quand même de victoire, de l'irresponsabilité, c'est quand même des mots très forts. La France à feu et à sang. Après les gilets jaunes, c'est un peu particulier comme expression, je trouve. Enfin voilà, moi je trouve ça étrange que personne, parmi tous ces journalistes qui ont tout de même à eux tous une certaine expérience, que personne se soit dit, mais peut-être que là, il y a quand même un souci. À l'issue de cette rencontre, on a vraiment l'impression qu'il y a un bourrage de crâne en fait, médiatique. Elle est peut-être là, en fait, la différence avec les rencontres qui ont pu précéder... là, il a peur. Ouais, voilà, c'est simple, je crois qu'il a peur, là. Il a peur, puis il y avait une histoire de rigidité. Enfin, on pensait vraiment qu'il allait, effectivement, on peut le penser toujours, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai que depuis l'ère Sarkozy, à peu près avec sa fameuse phrase sur les manifestations, quand maintenant les gens manifestent ou font grève, ça, on voit plus. Il y a cette impression qu'on n'est plus du tout on n'est plus en 95, quoi. Il y a la pression de la rue est beaucoup plus compliquée à faire aboutir un recul du gouvernement, et donc il a marqué cette position-là aussi, en disant qu'il ne bougerait pas, sauf qu'effectivement, tu as peut-être raison, effectivement, peut-être qu'effectivement il a peur et que c'est mu, cette peur c'est possible que cette peur ait provoqué cette fameuse réunion. Moi je le lis comme ça, hein. Je le lis comme quelqu'un qui a peur, qui se rend compte que, enfin je veux dire, donc, il fait son petit dîner avec les éditorialistes, le lendemain, la préfecture de Paris a dû faire un deuxième chemin de la manif, tellement il y avait de monde. Enfin, c'est quand même particulier comme moment. Donc oui, je comprends qu'il ait peur, mais c'est le président de la République, à un moment, il va falloir faire quelque chose. Il a été réélu l'année dernière pour faire quelque chose. Peut-être que ça inclut écouter ce que disent les Français. La classe politique et l'opposition n'a pas manqué de réagir, elle aussi. Le député des Hauts-de-Seine, Aurélien Saint-Toul, a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur ces pratiques. Nos camarades Rémi Kenzo-Pagès et André Manitif sont allés à la rencontre du député Saint-Toul à l'Assemblée nationale pour l'interroger et comprendre pourquoi les parlementaires doivent s'emparer de ce sujet. Voici ce qu'il nous répond. On se demande quel est l'intérêt d'un journaliste de rencontrer le président de la République s'il ne peut pas en faire état. On se demande si c'était la seule condition. En réalité, ce qui pose problème dans tout ça, c'est qu'on se demande si on est encore journaliste quand on est en discussion avec le sommet de l'État et qu'on doit accepter les conditions. Parmi les conditions aussi, il y en a une dont on n'est pas tout à fait certain, mais il semblerait que l'Élysée a demandé que les éléments transmis ce jour-là en déjeuner soient cités sans guillemets, donc sans que ce soit rapporté comme une source officielle ou une source de l'Élysée. Ce qui veut dire qu'on a cherché vraisemblablement à instrumentaliser ces éditorialistes et on leur a demandé de faire le point de vue
d'Emmanuel Macron ou de l'Élysée ou de l'exécutif en général. Donc en fait, on a transformé des journalistes vraisemblablement en agents d'influence. Moi, je pense qu'il faut une commission d'enquête précisément pour savoir si ça a été uniquement le fait à l'Élysée, mais peut-être que tout le gouvernement procède de cette façon. Peut-être qu'à chaque fois qu'il y a une réforme qui passe, en réalité, on convie certaines plumes réputées influentes et on lui dit ce qu'il faut dire. Je sais pas. On est l'un des rares pays qui ne possède pas l'équivalent de ce qu'il y a, je crois, en Belgique notamment, d'une espèce de, pardon pour l'expression, mais une espèce de conseil de l'ordre des journalistes. Donc il n'y a pas d'instance qui puisse réguler quoi que ce soit. On peut faire en France, on peut faire une fausse interview de Fidel Castro et revenir quelques jours après présenter le 20h de TF1 sans avoir la moindre sanction. La carte de presse sera renouvelée. Il y a pas. J'ai entendu récemment un de mes confrères à Orléans qui travaille pour la presse quotidienne régionale me dire, de manière très étonnante, chacun sa déontologie. Non, en fait. La commission d'enquête parlementaire de l'AFI frappe pchit quand tu as 6 milliardaires ou 7 qui possèdent 95% des marques d'information privée en France et qui soutiennent le président. Enfin, c'est redoutable d'affronter ce truc-là. Tant qu'ils ne se bougeront pas au Parlement pour changer les lois, malheureusement, ces pratiques, elles vont se développer, quoi. Alors, on a tout de même demandé aux députés insoumis si ce n'est pas surprenant de la part de la gauche de reprocher cette pratique au pouvoir, puisque les partis d'opposition aussi usent du off avec les journalistes, une pratique qui interroge sur les conséquences que cela peut avoir sur la qualité du débat public, sur les relations entre journalistes et politiques et plus généralement sur le personnel politique et médiatique. Je vous propose d'écouter sa réponse. Moi, je peux vous dire ce que je fais à titre individuel. Je n'accepte pas les off. Donc j'ai un de vos confrères récemment qui m'a proposé un off. Je lui ai dit non, vous venez et je vous dis tout. Si vous voulez le publier, vous le publiez. Vous ne voulez pas le publier, vous ne le publiez pas. Je crois qu'il y a un problème là de probité et de qualité du débat public. La probité, c'est est-ce qu'on a des choses à cacher et est-ce qu'on utilise les journalistes pour une communication, des coups de billard à 3 bandes, etc. Cette histoire du off, effectivement, elle permet peut-être de se poser des questions plus générales sur le paysage politique et le paysage médiatique. Qui sont les 10 personnes qui ont été invitées? Sur quels critères elles ont été invitées? À quelle rédaction elles appartiennent? Est-ce qu'elles ont rendu compte à leur direction? Je ne sais pas, moi, toutes ces choses-là. Mais évidemment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rédacteur du journal L'Humanité ou de Politis. J'ai l'impression qu'on a plutôt affaire à des journalistes ou à des éditorialistes qui, en réalité, adhèrent complètement au discours macroniste et qui sont, d'une certaine façon, récompensés de cela. Et est-ce que justement les rédactions devraient adopter des chartes de déontologie qui encadrent les off et posent des limites pour définir dans quelle mesure on peut accepter d'en faire ou non, et notamment avec des politiques? Est-ce qu'on doit accepter de faire des off avec des élus ou des responsables politiques? Il ne faut surtout pas faire des chartes de déontologie dans les rédactions, parce que sinon ça sert à quoi de prendre le contrôle d'un grand média pour faire de la propagande? Alors si les journalistes commencent à faire de la déontologie, tu ne peux plus les instrumentaliser. Non, mais c'est pas du tout possible. Ça, c'est incompatible avec l'organisation de la presse actuelle. Et pour le coup, c'est vrai que, oui, ils se braquent dès qu'on les appelle, mais je veux dire, ça vous rappelle rien, en fait. Il y en a un qui est incapable de s'excuser depuis 6 ans qu'il est au pouvoir, c'est Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il fait une erreur, il est incapable de dire qu'il a fait une erreur. Il est incapable de dire les mots « je suis désolé ». Et de les penser, je veux dire. Être sincère un petit peu. Mais, et ça, normal, je veux dire, c'est son travail peut-être. Mais il n'empêche que c'est la même pour les journalistes. On l'a entendu avec Askolovitch. Il n'est pas capable de se remettre en question. Et c'est quand même un problème. Peut-être que des chartes de rédaction, c'est une idée, je veux dire. Mais il faut vraiment se faire une introspection, si je puis dire, de personnel et puis professionnel. Oui, et d'ailleurs, Le Monde, il y a même pas un mois, c'était fin décembre, a fait un long article signé par plein de journalistes importants sur le off, et comme quoi c'est une dérive politique et une arme de communication présidentielle, enfin sous la présidence Macron. Et moins d'un mois après, ils font exactement la même chose. Ils appliquent exactement la même, ce qu'ils ont dénoncé eux-mêmes, ils le font moins d'un mois après. Pour Aurélien Satoul, cette actualité pose notamment la question des liens entre les médias et les pouvoirs politiques et financiers. C'est notamment le sujet de la concentration des médias. Le député travaille par ailleurs sur une proposition de loi visant à mettre fin à la concentration des médias. On l'écoute. On a un problème, en fait, il faut séparer les médias du monde de l'argent. D'une manière générale, les médias appartiennent à des milliardaires, on a une cartographie qui est assez claire. Et puis, il y a aussi quelque chose des relations incestueuses entre les milieux politiques, les milieux du pouvoir et l'information ou la désinformation. Alors vous ne le voyez pas, mais il y a énormément de réactions autour de ce plateau, et notamment Jean-Baptiste Rivoire qui secouait la tête. La concentration des médias. Non, mais les milliardaires.
Bon, C'est des mots-clés on comme peut ne ça pas trop y qui- croire à la énième commission d'enquête qui va s'intéresser Ouais. au problème de la concentration. Enfin, moi, ça commence un peu à me chauffer. Mais en même temps, je vais faire le contre-pied. En fait, il a raison. Je pense que le Parlement peut faire quelque chose. Et il y a quand même un truc qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en France, la loi oblige les citoyens à fouiller leur poche pour donner de l'argent et des millions d'euros aux quelques milliardaires qui ont pris le contrôle de la presse. Alors, peut-être qu'on pourrait décider qu'après tout, Bernard Arnault a suffisamment de moyens pour payer les déficits du Parisien et des Échos. C'est pas forcément à nous de le payer. Et que, par contre, les petits médias indépendants qui, eux, ne sont pas contrôlés par un industriel dont le métier n'est pas la presse et qui sont contrôlés par des gens comme Plenel ou autres, qui sont Schneiderman, qui sont des vrais journalistes. Il est plus, pardon, ex-Schneiderman. Donc voilà. Enfin, les médias tenus par des journalistes pourraient peut-être avoir éventuellement quelques subventions publiques, enfin, ou en tout cas, on arrête de les donner aux milliardaires, quoi. Et ça, c'est l'argent des Français, quoi. C'est tous les jours. Ça peut se changer. Hein. Ça changerait pas mal de choses, je pense. Je pense qu'il faudrait quand même changer aussi le dispositif parce que il y a... Je veux dire, nous, on nous fait tout le temps la réflexion, mais vous vivez des subventions. Alors, de fait, on ne vit pas des subventions, on vit que des abonnements, comme plein d'autres médias indépendants. Et c'est frustrant parce que, de un, les subventions publiques aux médias, c'est votre argent. Donc, en fait, ça ne devrait pas être un truc mauvais d'avoir des subventions de la presse. Donc, peut-être qu'il faut déjà revoir le dispositif. Mais oui, enfin, je trouve que c'est intéressant comme débat. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les pouvoirs publics subventionnent ou aident la presse indépendante sans qu'elle ne soit plus indépendante? Enfin, c'est très compliqué comme question, en fait. Si c'est une subvention automatique qui ne dépend pas de monsieur, est-ce que je peux avoir ma subvention, s'il vous plaît, monsieur le ministre? Par exemple, Ernotte, là, elle va devoir aller mendier tous les ans, pareil pour Radio France. Monsieur le gouvernement, puis-je avoir mon budget? Non, il faut enlever 300 millions, excusez-moi. Ah oui, Valex vous a énervé, je suis désolé. Bon, ça, c'est pas possible. Ils vont être sous la coupe du pouvoir politique pendant toute la fin du quinquennat. Donc oui, on pourrait imaginer des subventions où c'est pas, je demande si tu veux bien, c'est automatique, en fonction de critères objectifs. Parce que, bon, voilà. Il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours le cas, au Paradis, il y a quelques années, ce que j'appelle le Paradis, c'est la Norvège, il y avait un système, en gros, qui faisait que, on va imaginer le Neuilly norvégien, il y avait un système qui faisait que, pour que le Figaro et l'Humanité, par exemple, soient à égalité de présence dans les kiosques, il y avait donc une sursubvention du journal le moins présent, et inversement, suivant l'endroit où on se trouvait. Donc, les subventions étaient attribuées, distribuées pour permettre à l'ensemble des titres d'avoir le même niveau de diffusion. Ce qui est pour moi un critère beaucoup plus intéressant, parce qu'effectivement, quand on regarde les aides, plus c'est des groupes avec des actionnaires milliardaires, plus ils tirent et plus ils ont de subventions. Alors que ça devrait être l'inverse. Mais voilà, je pense que si on rationalisait ça, il y aurait peut-être moins cette espèce de soupçon permanent que parce que vous percevez de l'argent public, donc vous êtes à la solde du gouvernement. Ça, je pense que ça pourrait jouer. Cela dit, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que les gens qui doivent financer les journaux, c'est leurs lecteurs. Quoi. Oui, en fait, c'est ça. Ça ne devrait pas passer par une quelconque, entre guillemets, institution politique. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, on passe par... On crée une agence dans ce cas-là. Enfin, quelque chose d'indépendant oui, qui... c'est possible. Oui, mais actuellement, les subventions vont massivement à ces grands milliardaires de la presse. C'était déjà le cas sous Sarkozy, qui avait augmenté de 200 millions d'euros par an l'argent qu'il donnait à ses amis. Quoi. Donc, à un moment donné, ça suffit. Enfin, ils sont tous potes, mais c'est pas le sujet. Quoi. D'où la nécessité de soutenir des médias indépendants. On compte sur vous, bien sûr. Merci beaucoup à vous trois. Merci Pauline Bock, journaliste à Arrêt-sur-Image, Jean-Baptiste Rivoire, fondateur du Média Off Investigation, et Mourad Guichard, qui travaille notamment pour le Canard enchaîné Politis, Street Press ou encore l'UMA. Et merci également à vous, derrière vos écrans, de nous avoir suivis.